Parler des cas les plus controversés de l'histoire dans le couloir de la mort implique d'examiner des cas où la frontière entre la culpabilité et l'innocence était floue, et où le sort de l'accusé ne tenait qu'à un fil. Qu'il s'agisse de tueurs en série tristement célèbres ou d'accusés à tort, ces affaires ont captivé et horrifié le public, suscitant des débats et des protestations qui se répercutent au fil des ans. Dans les cas présentés dans cette vidéo, rien n'est sûr, et la vérité est souvent plus choquante que la fiction. L'affaire Aileen Wuornos. Le numéro 10 est celui d'Aileen Wuornos, qui, un jour avant son exécution, a accusé la police de l'avoir transformée en tueuse en série. Aileen Wuornos, également connue sous le nom de Highway Hooker, était une travailleuse du sexe et une tueuse en série qui a assassiné 7 hommes en Floride à la fin des années 80 et au début des années 90. Sa plongée dans la criminalité a commencé en 1974, avec une arrestation pour conduite en état d'ivresse et trouble de l'ordre public. Elle est devenue la première femme tueuse en série d'Amérique. Ses victimes, généralement des hommes d'âge moyen, étaient attirées par des transactions sexuelles avant d'être volées et tuées. La première victime de Wuornos, Richard Mallory, était un violeur condamné, un fait que Wuornos revendiquera plus tard comme le catalyseur de sa folie meurtrière, affirmant qu'elle avait agi en état de légitime défense après qu'il l'eût agressée. Les corps des hommes tués par Wuornos ont été découverts dans différents états de décomposition. Certains n'ont jamais été retrouvés. La brutalité des meurtres n'a d'égal que le sensationnalisme qui s'en est suivi. Wuornos a été arrêté en 1991 après avoir été impliqué dans un accident avec la voiture d'une des victimes. Un reçu de prêteur sur gage portant son empreinte digitale l'a relié aux affaires du défunt et, sous le poids des preuves, elle a avoué les meurtres. Le procès d'Aileen Wuornos a été un spectacle qui a capté l'attention de la nation. Sa défense s'est appuyée sur ses accusations de légitime défense, brossant le portrait d'une femme poussée au bord du gouffre par une vie d'abus et de violence. L'accusation, en revanche, l'a dépeinte comme une tueuse de sang-froid, motivée par l'appât du gain et le mépris de la vie humaine. La controverse a été alimentée par la décision d'exclure les preuves du passé criminel de Mallory, qui, selon certains, aurait pu étayer les allégations de légitime défense de Wuornos. La condamnation de Wuornos et la peine de mort qui s'en est suivie sont devenus un véritable paratonnerre de la controverse. Son comportement erratique et ses emportements au tribunal, ses allégations de mauvaise conduite de la part de la police et du ministère public et sa rétractation finale de ses accusations de légitime défense ont ajouté des couches de complexité à une affaire déjà complexe. Son séjour dans le couloir de la mort a été marqué par des allégations de torture et d'abus, et son état mental s'est détérioré alors qu'elle attendait son sort. Le 9 octobre 2002, Aileen Wuornos a été exécutée par injection létale. Ses derniers mots étaient un message énigmatique dans lequel elle parlait de naviguer avec le roc et de revenir comme Independence Day avec Jésus le 6 juin. Sa mort n'a guère apaisé les débats que sa vie et ses crimes avaient suscités. Contrairement à Aileen Wuornos, le cas suivant concerne un homme connu pour son charme et sa manipulation, des traits qui ont masqué ses crimes odieux pendant des années. L'affaire Ted Bundy. Ted Bundy est un tueur en série et un violeur notoire qui a avoué avoir assassiné au moins 30 femmes et jeunes filles dans plusieurs États au cours des années 1970. Au début des années 1970, Bundy avait perfectionné l'art de la tromperie. Son apparence extérieure était celle d'un étudiant en droit, d'un bénévole du comité consultatif de prévention du crime de Seattle et d'un politicien en herbe. Mais derrière cette façade soigneusement construite, Bundy nourrit de sombres pulsions qui sont sur le point de se déchaîner. L'année 1974 marque le début de la tristement célèbre série de meurtres de Bundy. Des jeunes femmes ont commencé à disparaître à un rythme alarmant, en particulier autour des campus universitaires de l'État de Washington et de l'Oregon. Les victimes présentèrent des caractéristiques physiques similaires. La plupart étaient de jeunes femmes blanches, séduisantes, aux cheveux longs séparés par une raie au milieu. Elles étaient souvent abordées dans des lieux publics, attirées dans le véhicule de Bundy, et on ne les revoyait plus jamais vivantes. La méthode de travail de Bundy était d'une efficacité à faire froid dans le dos. Il feignait souvent une blessure en utilisant un plâtre ou des béquilles pour susciter la sympathie et l'aide de ses victimes qui ne se doutaient de rien. Une fois qu'elles étaient suffisamment proches, il les neutralisait d'un coup à la tête et les transportait dans un lieu secondaire. C'est là que se déroule la véritable horreur. Monsieur Bundy viole et assassine sauvagement ses victimes, revenant parfois sur les lieux du crime pour s'adonner à la nécrophilie. Les disparitions et les meurtres ont provoqué une panique générale et les forces de l'ordre se sont efforcées de rassembler les maigres preuves disponibles. Le tournant s'est produit en juillet 1974, lorsque 2 femmes ont disparu en plein jour sur une plage bondée du parc d'État du lac Sammamish. Des témoins ont rapporté avoir vu les femmes se faire aborder par un jeune et bel homme, le bras en écharpe, qui s'est présenté sous le nom de Ted. La description de l'homme et de sa coccinelle Volkswagen de couleur fauve a constitué la première piste solide de l'affaire.
Malgré les soupçons grandissants et le nombre croissant de dénonciations de la part du public, Bundy a poursuivi sa folie meurtrière. Il a étendu son territoire de chasse à l'Utah, au Colorado et à l'Idaho. Les corps de ses victimes, lorsqu'ils étaient retrouvés, étaient souvent à un stade avancé de décomposition, ce qui rendait difficile la collecte de preuves médico-légales par les autorités. En août 1975, Bundy a été arrêté dans l'Utah à la suite d'un contrôle routier de routine qui a conduit à la découverte d'objets suspects dans sa voiture, des objets qui correspondaient aux outils de son métier de meurtrier. Il faudra cependant attendre plusieurs mois et un coup de chance pour que Bundy soit associé au meurtre. Le procès de Ted Bundy a fait sensation dans les médias, attirant l'attention de tout le pays et du monde entier. Bundy, qui avait étudié le droit, a insisté pour se représenter lui-même, une décision qui a donné lieu à un étrange spectacle dans la salle d'audience. Il a notamment demandé en mariage un témoin, Carol Ann Boone, alors qu'elle se trouvait à la barre, un acte juridiquement contraignant dans l'État de Floride. Bundy a fait l'objet de plusieurs procès pour ses nombreux crimes, le premier étant celui des meurtres de Chi Omega à Tallahassee. Les preuves contre lui étaient accablantes, notamment les marques de morsure sur l'une des victimes qui correspondaient aux dents de Bundy, une nouvelle forme de preuve médico-légale à l'époque. Malgré ses tentatives pour charmer le jury, Bundy a été reconnu coupable et condamné à mort. L'affaire suivante a attiré l'attention internationale en raison des doutes importants jetés sur la culpabilité du condamné. L'affaire Troy Davis. L'histoire de l'affaire Troy Davis commence le 18 août 1959, un jour qui changera à jamais la vie de deux familles de Savannah, en Géorgie. C'était un jour de fête qui a tourné au vinaigre, alors qu'une fête autour d'une piscine a sombré dans le chaos au moment où les coups de feu ont retenti. Troy Davis, alors âgé de 20 ans, s'est retrouvé mêlé à une série d'événements qui ont conduit à la mort tragique de l'officier Mark McPhail. L'officier McPhail, père de famille de 27 ans et ancien militaire, travaillait en dehors de ses heures de service comme agent de sécurité dans un Burger King voisin. Au petit matin du 19 août, il a répondu à un appel à l'aide. Un sans-abri était en train de se faire agresser pour une bière et McPhail s'est précipité pour intervenir. Des coups de feu retentissent et McPhail tombe, mortellement blessé sans avoir sorti son arme. L'enquête qui s'ensuit est rapide. Sylvester Red Coles, présent sur les lieux, pointe du doigt Davis, déclenchant une chasse à l'homme. 4 jours plus tard, le 23 août, Davis est accusé du meurtre, bien que l'arme du crime n'ait jamais été retrouvée et qu'aucune preuve médico-légale ne permette de le relier au crime. Le procès qui s'en est suivi a été un champ de bataille où se sont affrontés des récits contradictoires. L'accusation s'appuie sur des témoignages, 9 au total, qui affirment avoir vu Davis sur les lieux du crime, certains affirmant même l'avoir vu appuyé sur la gâchette. La défense a brossé un tableau différent, soulignant l'absence de preuves matérielles et suggérant que Cole, qui a admis posséder une arme de calibre similaire qu'il a prétendu avoir perdue, pourrait être le véritable auteur du crime. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, l'absence de preuves tangibles est devenue un point de discorde. Pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, pas d'armes. Rien ne reliait directement Davis au crime, à l'exception des paroles des témoins, dont certains se rétracteraient plus tard, invoquant la coercition et les pressions exercées par la police. L'équipe juridique de Davis a déposé de nombreux recours, invoquant des préoccupations quant à la validité des témoignages. 7 des 9 témoins clés se sont finalement rétractés ou ont contredit leur récit. Ils ont parlé d'intimidation et de contrainte de la part des forces de l'ordre, ce qui a jeté un doute sur l'intégrité de la condamnation. Pourtant, malgré ces révélations stupéfiantes, les tribunaux ont confirmé le verdict les uns après les autres. Malgré les efforts de la défense, le jury est convaincu de la culpabilité de Davis. En 1991, Troy Davis a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. À 10h53, Davis est déclaré mort par injection létale. Dans ses derniers mots, il proclame son innocence et présente ses condoléances à la famille McPhail pour toujours, ouvrant la voie à une bataille juridique et morale de plusieurs décennies qui captivera et divisera le public sur les questions de justice, de race et d'irrévocabilité de la peine de mort. Tout comme l'affaire Troy Davis, les événements de cette prochaine affaire soulèvent un point important. Les 3 de West Memphis. Cette affaire commence par des aveux qui se révèlent plus tard avoir été obtenus sous la contrainte. Le 5 mai 1993, en début de soirée, la communauté soudée de West Memphis, en Arkansas, a été confrontée à une horreur inimaginable. 3 garçons de 8 ans, Steve Branch, Christopher Byers et Michael Moore, ont été portés disparus. Les garçons, meilleurs amis et élèves de 2e année à l'école élémentaire Weaver, ont été vus pour la dernière fois en train de jouer ensemble, leurs rires innocents contrastant fortement avec le silence sinistre qui allait bientôt envelopper la ville. À la tombée de la nuit, des recherches frénétiques ont été entreprises, avec des policiers, des membres de la famille et des voisins qui ont passé la zone au peigne fin. Les recherches se sont poursuivies le lendemain, avec le sentiment troublant que chaque instant pouvait faire la différence entre la vie et la mort.
Les pires craintes de la ville se sont concrétisées lorsque, le 6 mai, les corps des garçons ont été découverts dans un fossé rempli d'eau dans une zone boisée connue sous le nom de Robin Hood Hills. La scène était macabre. Les garçons avaient été déshabillés, ligotés avec leurs lacets de chaussures et abandonnés dans l'eau trouble. La communauté est sous le choc lorsque la nouvelle se répand. Un chagrin palpable plane dans l'air. Les autopsies ont révélé une mosaïque de blessures. Steve Brunch et Michael Moore ont succombé à une combinaison de traumatismes contondants et de noyades, tandis que Christopher Byers a subi des mutilations plus importantes. Les premiers soupçons d'agression sexuelle ont assombri l'enquête, mais les témoignages ultérieurs des experts ont jeté le doute sur cette théorie, ajoutant une nouvelle couche de mystère à cette affaire déjà complexe. L'enquête s'est déroulée à un rythme effréné, les forces de l'ordre étant soumises à une pression énorme pour trouver le ou les auteurs de ce crime impensable. Les théories abondent, et le spectre de l'abus rituel satanique plane dans l'esprit des enquêteurs, alimenté par la panique morale de l'époque et la nature macabre de la scène de crime. La ville, autrefois un havre d'hospitalité sudiste, est désormais un lieu où la confiance s'est érodée et où la peur s'est enracinée. Jesse Misskelley Jr., Jason Baldwin et Damien Echols. Misskelley, dont le QI est de 72, et Echols, qui a des antécédents de maladie mentale et s'intéresse à l'occultisme, sont devenus les principaux protagonistes de l'enquête. Baldwin, bien que moins visible, est impliqué par association. Le trio, surnommé plus tard les West Memphis Three, était un outsider dans une communauté où le conformisme était la règle tacite, et leurs apparences et intérêts non traditionnels faisaient d'eux des cibles faciles pour les soupçons. L'interrogatoire de Jesse Misskelley Jr. deviendra l'un des aspects les plus controversés de l'affaire. Après 12 heures éprouvantes, Misskelley, épuisé et effrayé, avoue les meurtres impliquant Baldwin et Echols. Ces aveux sont toutefois truffés d'incohérences et d'inexactitudes factuelles, ce qui soulève d'emblée des doutes quant à leur validité. Misskelley se rétractera plus tard, affirmant que ses paroles ont été prononcées sous la contrainte, mais le mal était fait. L'aveu, malgré ses défauts, a été un moment clé de l'affaire, ouvrant la voie à un procès qui allait captiver et diviser la nation. En 1994, les procès commencent, Misskelley étant jugé séparément en raison de ses aveux, qui ne sont pas recevables contre ses coaccusés. Son procès ouvre la voie à une série de procédures judiciaires qui seront entachées de controverses. Bien qu'il se soit rétracté et qu'il ait affirmé que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte, Misskelley a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité, plus 2 peines de 20 ans. Les aveux, malgré leurs incohérences, ont pesé lourdement sur le jury, ce qui témoigne du pouvoir d'un récit unique à influer sur l'issue d'un procès. Le procès de Baldwin et Echols s'ensuit, l'accusation brossant le tableau d'un effroyable rituel satanique. Les preuves présentées étaient au mieux circonstancielles, mais elles ont suffi à influencer le jury dans une communauté où la peur et la suspicion avaient pris racine. Un couteau, retrouvé dans un étang près de la maison de Baldwin, est devenu un point central, bien qu'aucun lien concluant avec les meurtres n'ait jamais été établi. La défense, quant à elle, s'est efforcée de contrer le récit construit par l'accusation. L'intérêt d'Echols pour les sciences occultes et ses antécédents en matière de santé mentale ont été exploités pour le présenter comme le cerveau des meurtres, malgré l'absence de preuves directes. Le jury a délibéré et rendu un verdict qui a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et au-delà. Echols a été condamné à la peine de mort, tandis que Baldwin a été condamné à la prison à vie. Ces condamnations sont l'aboutissement d'un procès que beaucoup ont critiqué pour avoir privilégié le sensationnel au détriment du fond, ses fondements émotionnels prenant le pas sur la nécessité d'apporter des preuves concrètes. Dans les années qui ont suivi les procès, une série d'appels ont été interjetés, contestant les verdicts pour divers motifs, notamment la prétendue mauvaise conduite des jurés et l'introduction de nouveaux éléments de preuve. L'affaire a pris un tournant important en 2007, lorsque de nouvelles preuves médico-légales sont apparues. Des tests ADN avancés, qui n'étaient pas disponibles à l'époque des premiers procès, n'ont pas permis d'établir un lien physique entre les West Memphis Three et la scène de crime. Le 19 août 2001, Echols, Baldwin et Misskelley sont sortis de prison, leur peine ayant été suspendue. Les images de leur libération étaient puissantes, un mélange d'exaltation et d'incertitude, un sentiment de justice retardée et de justice refusée. Les 3 de West Memphis avaient retrouvé leur liberté, mais les questions concernant leur culpabilité ou leur innocence restaient sans réponse. Tout comme les 3 de West Memphis, cette nouvelle affaire est le fruit d'un rebondissement après la prison. Mais à quel prix? Les 5 de Central Park. La tranquillité de Central Park a été brisée dans la soirée du 19 avril 1989. À la tombée de la nuit, un groupe de plus de 30 adolescents a envahi le parc.
Ce qui a commencé comme une série d'agressions et d'attaques dans le cadre d'un phénomène inquiétant connu sous le nom de wilding s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Dans ce chaos, Trisha Meili, une banquière d'investissement de 28 ans, est allée faire son jogging habituel dans le parc. Elle ne rentrera pas chez elle ce soir-là. Quelques heures plus tard, 2 passants ont découvert Meili presque morte, son corps dissimulé dans un ravin, brutalement battu et agressé sexuellement. Elle a été bâillonnée, ligotée et laissée pour morte. La gravité de l'agression l'a laissée dans le coma pendant 12 jours. Son identité est restée mystérieuse au début, ce qui lui a valu le surnom de « la joggeuse de Central Park ». Antron McCray, Kevin Richardson, Youssef Salam, Raymond Santana, Corey Wise et un 6e individu qui devait plus tard accepter de plaider coupable. Les jeunes, âgés de 14 à 16 ans, venèrent de Harlem, non loin de l'endroit où le crime a été commis. Les interrogatoires ont été intenses et ont duré des heures. Sans représentation légale ni la présence de leurs parents, les adolescents épuisés et effrayés ont fini par faire des aveux, qui ont été enregistrés sur vidéo. La frénésie médiatique a été immédiate et implacable. Les gros titres ont réclamé justice et le terme « meute de loups » a été utilisé pour décrire le groupe d'adolescents. L'affaire est devenue le symbole d'une ville hors de contrôle, un récit que le public et la presse se sont empressés de consommer. L'atmosphère entourant les procès était chargée de tensions raciales. Les accusés, tout noirs et hispaniques, ont affirmé qu'ils étaient poursuivis en raison de leur race. L'accusation, quant à elle, a maintenu que les aveux étaient volontaires et justifiés par le fait que les adolescents connaissaient des détails que seuls les agresseurs auraient pu connaître. Les verdicts ont été un véritable coup de massue pour la communauté. Malgré l'absence de preuves ADN les reliant à la scène du crime et l'argument de la défense selon lequel les aveux étaient le résultat d'une intimidation policière, les 5 ont été déclarés coupables. Les peines allèrent de 5 à 15 ans, et les Central Park 5, comme on allait les appeler, ont été envoyés dans des centres de détention pour mineurs, et, plus tard, dans des prisons pour adultes. Le tournant s'est produit en 2002, plus de 10 ans après les condamnations. Mathias Reyes, un meurtrier et violeur en série condamné à perpétuité, a fait des aveux qui allaient provoquer une onde de choc dans le système de justice pénale. Reyes a reconnu le viol et l'agression de la joggeuse de Central Park, affirmant avoir agi seul. Ses aveux concordent avec les détails du crime et surtout, son ADN correspond aux preuves trouvées sur les lieux. Preuves qui n'avaient jamais correspondu à aucun des 5 condamnés. Non seulement les preuves ADN ont disculpé les 5 hommes, mais un examen approfondi des aveux a révélé des divergences troublantes et des tactiques de coercition utilisées par les enquêteurs. Alors que cette affaire concernait un groupe de 5 jeunes hommes innocents qui ont été accusés et condamnés à tort, l'histoire suivante concerne un père texan qui a été exécuté pour la mort par incendie criminel de ses 3 jeunes filles. L'affaire Cameron Todd Willingham. L'histoire de Cameron Todd Willingham est celle d'un homme dont le destin a été scellé au milieu des flammes et dont l'héritage est un testament obsédant de la nature imparfaite de la peine capitale. Willingham a été condamné pour les meurtres par incendie criminel de ses 3 jeunes filles à Corsicana, au Texas, en 1991. L'incendie tragique qui a ravagé sa maison le 23 décembre 1991 a d'abord été considéré comme un accident. Cependant, l'enquête a pris une tournure dramatique lorsque les enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels ont affirmé avoir trouvé des preuves d'une intention délibérée. Willingham, qui a réussi à s'échapper du brasier avec des brûlures légères, a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire. Le procès qui a suivi a été marqué par la controverse. Le dossier de l'accusation reposait sur le témoignage d'un informateur incarcéré et sur les conclusions des enquêteurs chargés des incendies criminels, qui avaient utilisé ce qui était alors considéré comme des techniques standards pour déterminer que l'incendie avait été allumé intentionnellement. La défense de Willingham, qui ne disposait pas de fonds suffisants, a eu du mal à contrer les affirmations de l'État. En 1992, il a été reconnu coupable et condamné à mort. Alors que Willingham croupissait dans le couloir de la mort, la science des enquêtes sur les incendies a évolué. Les experts ont commencé à remettre en question les méthodes utilisées pour le condamner, suggérant que les preuves de l'incendie criminel étaient basées sur des théories dépassées et que l'incendie aurait pu être accidentel. Malgré ces révélations, la procédure d'appel n'a pas permis de le disculper. L'affaire a attiré l'attention des médias nationaux et internationaux et des défenseurs et des experts juridiques ont demandé un sursis à l'exécution. La controverse a atteint son paroxysme lorsqu'un expert renommé en incendie criminel, le Dr Gerald Hurst, a examiné l'affaire et n'a trouvé aucune preuve crédible à l'appui des allégations d'incendie criminel. Son rapport, remis au Texas Board of Pardons and Parole et au gouverneur de l'époque, Rick Perry, a jeté un doute sérieux sur la culpabilité de Willingham. L'exécution a néanmoins eu lieu comme prévu le 17 février 2004. La dernière déclaration de Cameron Todd Willingham était une déclaration d'innocence inébranlable.
Je suis un homme innocent, condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Sa mort a suscité l'indignation et relancé le débat sur la fiabilité de la médecine légale dans les affaires capitales. L'affaire Willingham est devenue un cri de ralliement pour les opposants à la peine de mort, qui y voyaient un exemple frappant de la manière dont des condamnations erronées pouvaient conduire à l'erreur judiciaire ultime. La commission médico-légale du Texas a accepté de réexaminer l'affaire et, en 2009, elle a publié un rapport critiquant les conclusions relatives à l'incendie criminel. Toutefois, la commission n'a pas réussi à disculper Willingham, ce qui fait de cette affaire l'un des cas les plus controversés de l'histoire dans le couloir de la mort. La 4e place est occupée par la première femme exécutée aux États-Unis depuis les années 1980. Le cas de Karla Faye Tucker, née dans le monde tumultueux de Houston, Texas, le 18 novembre 1959. Karla Faye Tucker était la plus jeune des 3 sœurs d'une famille où l'harmonie était souvent étrangère. La maison des Tucker était un terrain propice à l'agitation. Et dès l'âge de 8 ans, Karla tendait déjà la main vers les cigarettes, une tentative futile de trouver du réconfort dans les vrilles de fumée qui remplissaient l'air autour d'elle. Au début des années 20, Karla a rencontré de nouvelles personnes et s'est intéressée de plus près aux motards et à leur culture. Elle rencontre Sean et Jerry Dean, et par leur intermédiaire, elle commence à fréquenter Daniel Danny Garrett, de 14 ans son aîné. Leur relation n'était pas saine, et ils luttaient tous deux contre la toxicomanie et d'autres problèmes. Un jour, Karla et Danny ont voulu voler une moto que Dean réparait. Ils avaient des clés que Karla avait trouvées, et ils sont entrés dans l'immeuble de nuit. Ils ne savaient pas que Jerry Dean dormait dans sa chambre. Quand il s'est réveillé et les a vus, il a commencé à se battre avec Karla. Danny a frappé Dean avec un petit marteau, puis Karla a utilisé une longue pioche pour blesser gravement Dean. C'était un moment effrayant et violent. Une fois la vie de Dean éteinte, Karla remarque une silhouette recroquevillée sous les couvertures du lit. Deborah Ruth Thornton, une femme qui s'était réfugiée dans le lit de Dean après une dispute conjugale, est devenue la prochaine cible de la nouvelle arme de Karla. La lutte est brève, l'issue est fatale. La pioche a trouvé sa place définitive dans le cœur de Thornton, ponctuant de façon macabre les événements de la nuit. À l'aube, le sinistre tableau est découvert par l'un des collègues de Dean. La police est convoquée et les rouages de la justice se mettent en branle, conduisant inexorablement à l'arrestation de Karla et de Danny 5 semaines plus tard. Le procès de Karla Faye Tucker et de Daniel Ryan Garrett s'est ouvert dans un climat de frénésie médiatique, chacun voulant avoir un aperçu de l'esprit d'une femme qui maniait la pioche avec une précision mortelle. En septembre 1983, les 2 hommes ont été inculpés de meurtre qualifié. Karla Faye Tucker a été condamnée à mort à la fin de l'année 1984. Garrett, lui aussi, reçut la même sinistre sentence, mais ne vit jamais la chambre d'exécution, succombant à une maladie du foie en 1993. Le dernier chapitre de la vie de Karla Faye Tucker a commencé lorsqu'elle a été transférée de l'unité Mountain View de Gatesville à l'unité Huntsville, connue sous le nom sinistre d'unité des murs, où l'État du Texas procédait à ses exécutions. Les derniers mots de Karla ont été un mélange poignant d'excuses et d'affirmations d'amour. Elle a exprimé ses profonds remords aux familles de Jerry Dean et de Deborah Thornton, en espérant que Dieu leur accorde la paix. Alors que l'affaire Karla Faye Tucker a vu l'exécution d'une femme rongée par le remords, l'affaire suivante est celle où 9 adolescents noirs innocents ont été confrontés à un jury partial, composé uniquement de blancs, les garçons de Scottsboro. En 1931, 9 adolescents afro-américains ont été accusés à tort et condamnés pour le viol de 2 femmes blanches en Alabama. Par une funeste journée de printemps, la roue de l'injustice s'est mise à tourner dans le sud profond. Un train de marchandises traverse les collines ondulantes de l'Alabama, transportant sans le savoir le destin de 9 jeunes Afro-Américains qui seront bientôt connus sous le nom de Scottsboro Boys, garçons de Scottsboro. Alors que le train traverse le comté de Jackson, une bagarre éclate entre passagers noirs et blancs, un événement assez courant dans la culture des clochards de l'époque de la Grande Dépression. Mais cette bagarre aura des conséquences qui vont bien au-delà des coups de poing meurtris et de la fierté blessée. Par la suite, les garçons blancs sont éjectés du train, soignant leur colère et leur humiliation. Lorsque le train s'arrête dans la ville de Paint Rock, leurs accusations d'agression déclenchent une série d'événements qui conduiront à l'un des procès les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Les autorités locales, désireuses d'affirmer leur pouvoir, rassemblent tous les Afro-Américains présents dans le train. Parmi eux se trouvaient les 9 jeunes hommes, âgés de 13 à 19 ans, qui allaient bientôt être plongés dans un cauchemar juridique. Les accusations sont passées de l'agression au crime odieux de viol, lorsque 2 femmes blanches, Victoria Price et Ruby Bates, ont affirmé avoir été victimes des adolescents noirs. Dans le sud de Jim Crow, où le spectre du racisme était omniprésent, de telles accusations équivalaient à une condamnation à mort. La parole d'une femme blanche contre un homme noir avait le poids d'une vérité évangélique,
et les Scottsboro Boys ont été rapidement condamnés par le tribunal de l'opinion publique. Les procès étaient un spectacle de la justice sudiste, précipité et pleine de préjugés. Les garçons ont à peine eu le temps de comprendre leur situation qu'ils ont été entassés dans des salles d'audience remplies de foules hostiles et narquoises. Les jurys entièrement blancs, triés sur le volet pour prononcer des condamnations rapides, n'étaient qu'une simple formalité dans un système qui avait déjà décidé de la culpabilité des garçons. Le dossier de l'accusation repose sur les témoignages douteux de Price et de Bates, qui ont brossé un tableau peu reluisant du calvaire qu'elles auraient subi. Les tentatives de la défense pour présenter des preuves et remettre en question les récits des femmes ont été entravées par un juge plus intéressé par l'apaisement de la foule assoiffée de sang à l'extérieur que par la garantie d'un procès équitable. Le Parti communiste américain et la NAACP, reconnaissant les erreurs judiciaires flagrantes, sont entrés en scène. Ils ont offert une assistance juridique et ont attiré l'attention nationale sur l'affaire, mettant en lumière le racisme systémique qui avait empoisonné le puits de la jurisprudence américaine. Le procès des Scottsboro Boys était devenu un symbole de la fracture raciale qui marquait la nation, un rappel brutal de l'inégalité qui imprégnait tous les aspects de la vie des Afro-Américains. Lorsque la poussière est retombée sur les premiers procès des Scottsboro Boys, la triste réalité de leur situation est devenue un spectacle national. Les verdicts imprégnés de préjugés raciaux rappelaient brutalement les profondes divisions de la société américaine. Mais de l'ombre du désespoir émergent deux alliés improbables, le Parti communiste américain et la National Association for the Advancement of Colored People. Ces organisations considérèrent les procès non seulement comme une injustice flagrante à l'égard des personnes impliquées, mais aussi comme un champ de bataille pour le mouvement des droits civiques au sens large. En 1995, l'affaire Powell 5 Alabama a donné lieu à une décision historique qui allait avoir des répercussions considérables. La Cour a statué que les accusés avaient été privés de leur droit à une procédure régulière parce qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une représentation juridique compétente. Les Scottsboro Boys ont bénéficié d'un nouveau procès, mais le spectre du racisme plane toujours. Les nouveaux procès, qui se sont tenus dans la ville de Decatur, ont été marqués par des tensions. Le juge James Edwin Horton, qui préside le procès, fait preuve d'un degré d'équité inédit dans l'affaire, ce qui ouvre la voie à une épreuve de force juridique dramatique. La stratégie de la défense repose sur la discréditation des témoignages de Victoria Price et de Ruby Bates. Dans une tournure d'événements étonnante, Bates s'est rétractée, admettant qu'elle n'avait jamais été violée. Cette bombe aurait dû disculper les garçons, mais les procès se sont poursuivis dans un climat de peur et d'intimidation. Les batailles juridiques se sont poursuivies pendant des années, certains des garçons ayant été libérés tandis que d'autres languissaient en prison. En deuxième position des cas les plus controversés de l'histoire dans le couloir de la mort, on trouve une affaire dans laquelle un jeune Afro-Américain a fait l'objet d'une condamnation douteuse et d'une peine de mort controversée. Le cas de Gary Graham. Le 14 mai 1981, Gary Lee Graham s'est lancé dans une série de crimes comprenant 10 vols à main armée et des agressions graves. La ville de Houston a été saisie par la peur alors que les rapports sur ces crimes faisaient la une des journaux. La série de meurtres a atteint son point culminant le 13 mai, lorsque Bobby Grant Lambert, âgé de 53 ans, a été abattu sur le parking d'un supermarché Safeway. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, et aucune preuve physique n'a permis de relier Gary à la scène de crime. Pourtant, c'est cet acte qui deviendra la pièce maîtresse du procès de Gary et de sa condamnation ultérieure. Le règne de terreur de Gary a pris fin brutalement le 20 mai. Lors d'une rencontre poignante, une femme de 57 ans, que Gary avait kidnappée, violée et torturée, a réussi à prendre le contrôle de son arme. Faisant preuve d'un courage remarquable, elle l'a tenue à distance et a appelé la police, ce qui a conduit à son arrestation. Le calvaire de cette femme témoigne de la brutalité des actes commis par Gary au cours de cette semaine fatidique. Après son arrestation, Gary a été placé dans une séance d'identification. C'est là que Bernadine Skillern, témoin du meurtre de Lambert, l'a identifié comme étant l'auteur du crime. Le témoignage de Skillern deviendra plus tard un point de discorde. Elle affirme avoir vu le visage de Gary 3 fois en l'espace de 2 ou 3 minutes, alors qu'elle le suivait depuis la scène du crime. Cependant, les conditions de l'identification étaient loin d'être idéales. Il faisait nuit et le parking était mal éclairé. L'observation de Skillern a été brève, mais elle a suffi aux autorités pour inculper Gary de meurtre qualifié. Le dossier contre Gary repose sur des bases fragiles. 19 témoins l'ont identifié lors de la séance d'identification pour différents crimes commis au cours de sa folie. Mais le meurtre de Bobby Grant Lambert reposait presque entièrement sur l'identification de Skillern. D'autres témoins oculaires potentiels du meurtre n'ont pas été appelés à témoigner, et certains d'entre eux ont déclaré plus tard qu'ils ne croyaient pas que Gary était le tueur, citant des différences de taille et de corpulence par rapport à la personne qu'ils avaient vue. Dans la solitude de sa cellule, Gary s'est lancé dans un voyage d'auto-éducation. Il a appris à lire et à écrire,
Et avec un appétit vorace pour le savoir, il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et un certificat d'auxiliaire juridique. Au fil des ans, le cas de Gary a attiré l'attention d'un grand nombre de sympathisants. Des leaders des droits civiques, dont Coretta Scott King et l'évêque Desmond Tutu, ont prêté leur voix à sa cause. En 1995, Gary a adopté une nouvelle identité en changeant son nom en Shaka Sankofa, en hommage au roi guerrier africain Shaka Zulu et au terme Akan Sankofa, qui symbolise la nécessité de réfléchir sur le passé pour construire un avenir positif. À mesure que la date de son exécution approchait, la campagne publique en faveur de la clémence de Shaka a pris de l'ampleur. Des manifestations ont été organisées, des veillées ont eu lieu et des pétitions ont été signées. La question que beaucoup se posent est de savoir si la justice est vraiment rendue ou si une erreur grave et irréversible est sur le point d'être commise. Enfin, nous nous arrêterons à Oklahoma, où un attentat terroriste contre un bâtiment fédéral a choqué la nation, pour évoquer l'un des cas les plus controversés de l'histoire dans le couloir de la mort, l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. Timothy McVeigh et Terry Nichols ont perpétré l'attentat à la bombe d'Oklahoma City, un attentat terroriste national qui a tué 168 personnes, dont 19 enfants, en 1995. Les germes de l'attentat à la bombe d'Oklahoma City ont été semés dans un climat de sentiment anti-gouvernemental croissant. Timothy McVeigh, un vétéran décoré de l'armée, et Terry Nichols, son ami et compagnon d'armes, nourrissaient une profonde méfiance à l'égard du gouvernement fédéral. Leur colère a été attisée par les événements de Ruby Ridge en 1992 et le siège de Waco, au Texas, en 1993, qui se sont tous deux soldés par des affrontements tragiques entre citoyens et agents fédéraux. À la suite de ces événements, McVeigh et Nichols ont commencé à préparer un acte de représailles qui enverrait un message clair au gouvernement. Ils ont méticuleusement planifié leur attaque, choisissant comme cible le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah, symbole de la présence fédérale au cœur de l'Amérique. Le bâtiment abritait plusieurs agences fédérales, ceux qui en faisaient une cible de choix pour leurs déclarations contre ceux qu'ils considéraient comme une ingérence du gouvernement. La planification était détaillée et méthodique. McVeigh et Nichols ont rassemblé du matériel, notamment de grandes quantités d'engrais à base de nitrate d'ammonium, qu'ils ont stocké dans des hangars loués. Ils ont financé leur opération en volant des armes et des objets de valeur, qu'ils ont revendus pour financer leurs projets meurtriers. McVeigh a même envisagé d'assassiner des représentants du gouvernement, mais a finalement décidé qu'un attentat plus important et plus spectaculaire aurait plus d'impact. À mesure que le plan prenait forme, McVeigh et Nichols construisaient un prototype de bombe qu'ils testaient dans le désert pour s'assurer de sa capacité destructrice. Ils ont choisi la date du 19 avril 1995 pour coïncider avec le 2e anniversaire du siège de Waco, une date lourde de sens dans leur quête de vengeance. À 9h02, le 19 avril 1995, un camion Ryder bourré d'explosifs a explosé devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah. L'explosion a été catastrophique, déchirant la structure et réduisant la moitié de celle-ci à l'état de ruine. L'explosion a brisé le calme du matin, laissant un cratère de 30 pieds de large et causant la destruction de plus de 300 bâtiments dans les environs. Les premiers intervenants se sont précipités sur les lieux, faisant face à un paysage de dévastation. Les pompiers, les policiers et le personnel médical travaillent sans relâche, fouillant les décombres à la recherche désespérée de survivants. Au milieu du chaos, des actes d'héroïsme sont apparus lorsque des citoyens ordinaires se sont joints aux efforts de sauvetage, formant des chaînes humaines pour enlever les débris et sauver ceux qui étaient piégés en dessous. L'enquête, dont le nom de code était OK Bomb, est devenue la plus vaste et la plus complexe de l'histoire du FBI à l'époque. Dans les 90 minutes qui ont suivi l'attentat, McVeigh a été arrêté pour avoir conduit sans plaque d'immatriculation et pour port illégal d'armes à feu. Des preuves médico-légales l'ont rapidement associé à l'attentat, et la chasse à l'homme pour retrouver son complice, Terry Nichols, a commencé. L'impact de l'attentat s'est répercuté sur toute la nation, déclenchant une vague de chagrin et d'indignation. Pour un contenu plus palpitant, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour visionner des contenus similaires.